Bonjour, on a prévu une petite mise en scène. Oui, bonjour, vous êtes psychologue, psychanalyste. Oui, en fait, voilà, je m'appelle Arthur Dreyfus, je vais participer aux rencontres Michel Foucault tout à l'heure. Et j'ai pas pu joindre ma psychanalyste à Paris. Et j'ai vu que vous aviez un cabinet ici à Poitiers. En fait, je vais parler d'un livre que j'ai écrit et j'ai une sorte de crise d'angoisse. Ça me fait peur, je me sens un peu paniqué. C'est un livre, c'est un journal sexuel qui s'appelle le Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui. Et puis je crois que ça me ferait du bien de faire une séance avec. Ah oui? Bah, on peut en parler? Oui? Canapé ou je vais m'allonger. Il faut que je parle. Ah, en fait, j'ai écrit ce livre pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, je ne pensais pas que ça deviendrait un livre de 2304 pages, ni que ça deviendrait un livre tout court. J'ai été pris dans une forme autour de 25, 26, 27 ans. C'est jamais très clair, c'est pas des dates comme le couronnement de Charlemagne ou Waterloo. Mais j'ai été pris dans une sorte de compulsion sexuelle, on pourrait dire, qui me semblait assez courante, assez classique dans le monde gay, chez un jeune gay. D'ailleurs, je préfère le terme compulsion à celui d'addiction qui me semble un peu américanisé. Puis dans compulsion, j'entends pulsion, ça me plaît plus. Et je me souviens qu'un jour, sans vraiment savoir pourquoi, après une rencontre sexuelle, un plan, comme on dit, qui est le diminutif du syntagme plan cul, mais tout le monde parle de plan, j'ai écrit 3 lignes sur un document Word. 3 lignes qui décrivaient ce que je venais de faire, ce qu'on venait de me faire. Et, et, et à partir de là, sans vraiment savoir pourquoi, il y a un contrat qui s'est fixé entre ce document Word et moi-même. Et je n'ai plus cessé d'écrire toute la partie sexuelle de ma vie et ensuite d'autres parties. Mais quand je dis que je ne savais pas que ça deviendrait un livre, c'était vrai. J'avais d'autres projets de livres à côté. Certains ont vu le jour, d'autres non, parce que je n'arrivais plus, au bout d'un moment, qu'à faire des rencontres et à les écrire. Bon, cette aventure, elle a duré donc 5, 6, 7 ans. Et puis, elle m'a mené un peu loin. Il y a ce terme, un terme ancien. En anglais, c'est ordeal. En français, ordalie. Ça m'a mené, disons, jusqu'à l'ordalie, qui est cette, j'ai l'impression, cette façon d'aller chatouiller, on pourrait dire, chatouiller la mort pour mieux éprouver le vivant. À la fin du livre, il y a la rencontre avec des produits, avec des drogues, et aussi le risque de plus en plus patent de la mort. Puis une rencontre amoureuse qui me sort de tout ça et qui d'ailleurs referme ce livre, lui donne une conclusion. Et je dois dire que voilà, j'ai l'impression d'être passé par un tourbillon émotionnel, personnel, corporel, et qu'en terminant d'écrire ce livre, dont en plus la relecture m'a vraiment épuisé, puisque
J'ai passé 1 an et demi à le relire en me levant à 6h45 tous les matins et en y travaillant 7 jours sur 7 jusqu'à 22 heures. C'était la seule manière de relire un livre aussi long. Donc j'ai vraiment vécu comme un ermite pendant presque 2 ans. L'idée de refermer ce livre, c'est comme pour moi refermer une boîte de Pandore un peu. Et voilà, là tout à l'heure, je vais devoir en parler aux rencontres Michel Foucault. Et j'avoue que j'ai peur des conséquences que ça peut avoir sur ma vie, des portes que ça peut rouvrir et tout simplement que ça m'angoisse. Et quelles conséquences déjà le livre a eu dans votre vie, Euh, dans votre entourage, dans votre famille? Il y a eu des conséquences. Il y a eu les conséquences pendant la rédaction du livre. Ma mère me disait, tu es un obsédé textuel. Euh, il y avait cette conséquence que je ne savais plus si j'avais des rapports sexuels pour les écrire ou si j'écrivais pour avoir des rapports sexuels. Peut-être un mélange des deux. Souvent les deux d'ailleurs ont fusionné. Je prenais des notes pendant l'acte. Mais ce qui n'est pas facile, mais qui peut se faire. C'est plus ou moins bien accepté. Les conséquences, elles sont difficiles. Si, je dirais que la première conséquence, voilà, je vais m'arrêter à ça, c'est quand même une rupture plus franche avec mes parents. Alors, peut-être vous pourrez me dire ce que la psychanalyse entend vraiment par la scène primitive. Ce que je sais, c'est que, de manière générale, on est plutôt gêné, on n'est pas trop censé entendre des détails sur la sexualité de ses parents. Ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. En revanche, la question se pose aussi à l'inverse. Est-ce que les parents sont tout aussi gênés d'entendre des détails sur la sexualité de leurs enfants? Assurément oui. Et en même temps, quand ces enfants sont artistes et qu'ils ont envie de parler de ce sujet-là, la question est plus complexe. D'ailleurs, dans l'autre sens aussi. Mais voilà, après, je pense qu'après ce bloc, ces 2300 pages de sexualité parfois clinique, je ne peux plus être complètement l'enfant de mes parents, ni le fils de ma maman. Il y a eu une sorte de, non pas de fâcherie, mais un peu de vent froid, une sorte de brouillard qui s'est installé. Évidemment, moi, je ne leur ai pas conseillé de lire ce livre, je ne leur ai pas non plus interdit, ils sont adultes, mais c'est certain que ça a créé une forme de rupture qui, d'une certaine manière, me fait du bien. Et si j'entends bien, cette angoisse de venir parler de ce livre aux rencontres de Michel Foucault, elle a un lien avec cette dialectique entre l'obsession sexuelle et l'obsession textuelle. Je me suis longtemps demandé, quand j'écrivais ce livre, quel serait le premier partenaire avec qui j'aurais un rapport sans l'écrire. Et dans ce L apostrophe, il y a autant le rapport que le partenaire. J'aime bien l'idée de décrire quelqu'un. Quand on est enfermé dans un contrat diariste avec soi-même et qu'on écrit un journal précis, on a l'impression, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, que notre vie est phagocytée, absorbée par un projet littéraire. On a l'impression de vivre pour écrire. Et en fait, ça devient vite une forme de punition. Parce que la sexualité, le plaisir sexuel en tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est une forme de fenêtre de liberté, d'amusement. Voilà, c'est l'érotisme, c'est des moments où on peut sortir un peu de soi et sortir des contraintes de l'existence. Quand on écrit sur ce domaine-là,
en fait, c'est le contraire qui se produit. Euh, ce moment qui est censé être, enfin, qui peut être un moment de liberté et d'épanouissement, devient un labeur et un effort doublement accru, puisqu'il faut non seulement s'adonner à l'acte, et en plus prendre des notes dans sa tête et réfléchir à l'ordre des paragraphes et à la manière dont on va pouvoir transformer ça en phrases et en mots. Mais je disais ça... Ah, je sais plus ce que je disais. Dans votre livre, vous dites que vous écrivez ce journal pour survivre à la mort de votre mère. Alors, pas exact. Oui, en tout cas, dans un passage sur les mères. Non, je ne dis pas que j'écris ce journal pour survivre à la mort de ma mère, je dis que j'écris pour survivre à la mort de ma mère. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, je pense que oui, mais vous connaissez la fin de la vie de Roland Barthes, Oui. qui perd sa mère, qui écrit un journal de deuil, très beau, et qui rentre quand même dans une sorte on pourrait dire, de catatonie, de dépression de plus en plus intense, qui n'a plus goût à rien, et qui, devant le Collège de France, se fait écraser, percuter par un camion de pressing d'une laverie. Et selon tous les témoignages proches, il aurait pu survivre, parce que l'accident n'était pas très grave, mais il va se laisser mourir. Et c'est vrai que j'ai toujours... Bon, pour moi, la psychanalyse, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi, la psychanalyse, c'est le contraire d'une recette générale appliquée à des cas particuliers. Il y a la théorie, bon, par exemple, il y a l'Oedipe, mais ce qui est intéressant, c'est comment, l'analysant, comme on dit, comment le patient va interpréter ça, s'il a envie de l'interpréter, comment il va le vivre, quel discours il va avoir là-dessus. Quand on dit que la psychanalyse, c'est vouloir écraser un complexe d'Oedipe sur tout patient masculin qui s'allonge sur le divan, j'ai l'impression que c'est très caricatural, ou alors qu'on parle de mauvais psychanalystes. C'est pareil, l'interprétation des rêves. Les profanes de l'analyse croient qu'on donne un rêve et que l'analyste, comme s'il était une sorte d'intelligence artificielle ou d'ordinateur avec un processeur à 3,2 GHz, va pouvoir, grâce à son programme, vous dire exactement ce que ça signifie. Ah, et si tu as rêvé que tu perdais tes dents, ça veut dire que tu as peur de la mort de ton père. Que ça... Pour moi, ça n'a aucun sens. La seule vérité dans un rêve, c'est celle qu'élabore le patient, ce qu'on en dit, ce qu'on en pense soi. Bien sûr. Dans votre journal, il n'y a pas beaucoup de rêves, d'ailleurs. Non. Je ne suis pas fanatique des livres de Frédéric Beigbeder, mais je trouve que c'est quand même un homme intelligent. Et j'aime bien une phrase qu'il a dite. Il a dit qu'il faudrait faire voter une loi pour mettre à l'amende les écrivains qui racontent leurs rêves dans leurs livres. Je ne suis pas loin de penser ça. Je ne suis pas évidemment désintéressé par les rêves, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était... Les rêves, c'est toujours la même chose, c'est toujours une voiture qui tout à coup se voit pousser des ailes, saute sur une colline, atterrit sur le crâne du père, et puis il y a un moustique qui vient vous piquer sur les fesses, ou n'importe quoi, mais c'est une sorte de cadavre exquis qui est intéressant si on l'analyse pour soi, mais je trouve que pour les autres, ça a peu d'intérêt. Sauf si vraiment il y a une valeur littéraire dans la manière de le raconter. Mais juste pour revenir à la mère et survivre à la mort de la mère, j'ai toujours eu peur, moi, étant enfant très attaché à ma mère, de devoir me laisser mourir comme Barthes le jour où elle mourrait, comme Barthes et comme d'autres. Hein. On pourrait parler de Pasolini, qui est mort avant sa mère, mais qui, d'une certaine manière, s'est presque suicidé de manière expiatoire pour ne pas avoir à subir la mort de sa mère. Mais on pourrait trouver beaucoup d'autres exemples de vieux homosexuels maladivement attachés à leur mère et qui n'arrivent pas à... Voilà, donc je me disais ça tout à l'heure d'ailleurs, il y a une forme de... Je pense que ça dépasse évidemment les homosexuels, ça concerne tous les humains.
il y a une forme d'égoïsme nécessaire, j'ai l'impression, ou d'affranchissement un peu autoritaire d'avec ses parents pour rencontrer sa vie de sujet. Et qui fait partie de la construction d'un individu. Je pense que des parents qui veulent qu'on reste auprès d'eux et qu'on reste leurs enfants et qu'on reste intensément liés à eux jusqu'à la fin de notre vie ne sont pas des bons parents ou pas que des bons parents. Quand on est à Poitiers et qu'on voit la maison natale de Michel Foucault, on comprend pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Et voilà, je pense que quand on est... Non, je m'arrête là. Quand vous parliez de la mère, je me posais la question du lien entre la dépendance affective, les obsessions sexuelles, et parfois la dissociation entre le désir et la tendresse amoureuse. Je réfléchissais à ça récemment, j'y ai un peu réfléchi dans mon livre. Finalement, le début de toute vie est pornographique. Un bébé, jusqu'à ses 2 ans, a une vie pornographique. Une vie qui est mue par le plaisir, les stimulations charnelles, la tétée, les orifices qu'il faut nettoyer, qu'il faut contenter en apportant de la nourriture, les câlins, les bisous. Une forme d'apprentissage de la pénétration avec le fait de téter un sein, de sucer son pouce. Donc, vous savez comment Freud appelait le bébé? Le pervers polymorphe. Mais surtout, Sa Majesté, le bébé. Oui. Sa Majesté. C'est vrai que... D'ailleurs, moi j'ai un chat, et on pourrait dire Sa Majesté le chat. On a envie de traiter ces petits êtres dépendants et mignons comme des majestés. Et donc c'est sûr que cette arrivée en majesté dans le monde, il y a un deuil de ça. Il y a une difficulté à devoir abandonner cet état divin. Vous venez de parler de la dépendance. Oui. Oui. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que dans ma sexualité, j'ai cherché beaucoup à retrouver ces premières années de la vie. Un état primitif du corps. Alors c'était paradoxal, parce qu'en même temps, comme je prenais des notes dans ma tête et que j'écrivais tous ces rapports, on est loin d'une conception uniquement charnelle et dénuée de pensée. La pensée est très présente quand on essaye d'écrire. Mais la dépendance... Pourquoi la dépendance? Je me posais la question de l'articulation entre la dépendance et la liberté. Dans ces folles compulsions sexuelles où on ne peut plus attendre, où paradoxalement on peut se sentir libre, puisque effectivement on fait ce qu'on veut où on veut, là où on veut, au moment où l'on veut, et pourtant il y a quelque chose de la dépendance et de l'aliénation qui peut s'entendre aussi. Oui. Il y a une phrase alors pas de Michel Foucault, mais d'un autre philosophe qui est Alain, qui m'a beaucoup nourri pendant l'écriture de ce livre. Et donc cette phrase c'est « La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de vouloir ce qu'on fait ». Belle phrase. Oui. Qui est peut-être la phrase qu'on doit retrouver au fond de toute analyse. Dans l'idéal. Donc voilà, ce livre, ça parle beaucoup effectivement d'un garçon qui fait ce qu'il veut.
mais c'est pas certain qu'il veuille ce qu'il fait, et notamment qu'il veuille les conséquences de ce qu'il fait, qui sont souvent douloureuses. Mais vous parliez de dépendance. Oui, je pensais au chemsex. Oui. Vous savez ce que c'est? Oui. Vous pouvez en parler un peu? Ben, le chemsex, c'est un phénomène qui est apparu il y a 5-10 ans dans le monde, en particulier dans la communauté gay, mais pas uniquement désormais, et qui repose sur la rencontre entre une activité sexuelle et la consommation de produits spécifiques, principalement des amphétamines, qui sont, je crois, des stimulateurs de l'ocytocine et de la dopamine, en tout cas des éléments qui ont un grand rôle dans le désir sexuel et dans le désir amoureux, et qui vont venir dérégler ça, l'augmenter de manière exponentielle. Et donc, voilà, ce sont des drogues de synthèse très peu chères à acheter et qui se répandent comme une traînée de poudre, notamment voilà, dans la communauté gay, pas que chez les jeunes. Et comme elle est assez inoffensive pour le corps, cette drogue, on a peu de mauvaise conscience au départ à la consommer. Et en fait, elle devient tellement addictive, tellement plaisante et tellement associée à la sexualité qu'elle prend bientôt toute la place. Et typiquement, les consommateurs de cette drogue, donc qui s'appelle 3-MMC, mais il y a aussi du GHB qui a un peu les effets de l'alcool à haute dose. Ils en prennent une fois pour s'amuser en soirée, une deuxième fois, ensuite 24 heures d'affilée, puisque ça supprime aussi l'envie de dormir. Puis un week-end, puis 72 heures, ils finissent par manquer une journée au travail, puis 2 journées, par recevoir un blâme, par perdre leur travail, par perdre leur couple, etc. Et au bout de quelques mois, à se retrouver à n'être qu'avec d'autres personnes qui consomment les mêmes drogues, chez eux, quasiment les volets fermés, à ne faire que ça. Et donc il y a un phénomène un peu de suicide social qui devient très inquiétant, puisque aux États-Unis, on parle, enfin certains médecins, certains thérapeutes, même si l'allégorie est quand même un peu, je trouve, grossière, ils parlent de sida numéro 2, du fait on pourrait dire d'un fléau en tout cas, qui touche spécifiquement la communauté gay et qui est difficilement arrêtable. Mais... En vous écoutant, oui, je pensais au sexe et à la mort. Oui. Vous parliez de Lord Ali tout à l'heure, et dans votre livre, à un moment donné, vous évoquez des pratiques concentrationnaires. Oui, alors ça c'est comme si c'était... C'est vrai que dans le chemsex, ça se traduit beaucoup par des rencontres sexuelles avec un grand nombre de partenaires, souvent réunis dans les mêmes endroits. Et c'est vrai que ça m'était apparu qu'il y avait... Tout à coup, j'ai fait une superposition entre tous ces corps nus, souvent un peu décharnés et souvent un peu abîmés aussi, réunis ensemble dans des espaces sombres et en train de s'adonner à des pratiques qui les détruisent un peu. J'ai une sorte de superposition avec des images concentrationnaires. Je pense, bon, alors dans mon propre cas, je suis un petit-fils de déporté, mais je pense que, on pourrait dire, le surmoi concentrationnaire concerne toute notre civilisation et toutes les personnes nées pendant ou après la guerre. Il y a quelque chose comme une sorte d'imagerie qui nous précède, qui nous domine et qui écrase certaines de nos pensées. Et sur le Eros Thanatos, qui est vieux comme le monde, c'est sûr, moi j'ai toujours, enfin de plus en plus, j'ai considéré la sexualité comme le terrain de rencontre, comme s'il y avait, vous savez, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, il y a cette zone frontalière. Je vois vraiment la sexualité comme un terrain de rencontre entre la vie et la mort. À la fois
à la fois un lieu de puissante vie, c'est quand même le lieu de la fécondité, de la reproduction, et puis aussi de l'expression de la vie la plus ultime, et en même temps, presque au même endroit, le lieu alors évidemment, d'une petite mort, d'une forme d'évanouissement à soi, qui n'est peut-être pas très éloigné de ce qu'est l'état de néantisation de la mort. Puis il y a une autre chose qui m'a intéressé dans la sexualité. Je ne suis pas spécialiste de Michel Foucault, mais j'ai l'impression qu'une des grandes idées de Foucault, c'était de suggérer que le sexe n'était pas tabou parce qu'il était sexuel, mais parce qu'il était vérité. Parce qu'on pouvait feindre beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, s'inventer des personnalités, des personnages, mais qu'à l'endroit de son désir, on pourrait même dire de sa jouissance, si on parle d'analyse, on ne peut plus mentir. Et que là s'exprime, peut-être pas là, mais une vérité sur l'individu. Autant dans l'espace fantasmatique que dans l'espace de l'action d'ailleurs. Et voilà, plus je réfléchis à ce que j'aime écrire, plus je me rends compte qu'une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est l'art du portrait. J'ai presque l'impression que l'art a été inventé pour ça, pour créer du portrait. La première œuvre du monde, de l'histoire de l'humanité, c'est le contour d'une main sur le mur d'une grotte. Avant d'avoir dessiné un gnou ou une chèvre, je pense que l'homme a eu la première idée d'art, c'était de faire avec un bout de charbon ou de silex le tour de sa main sur un mur. C'était de marquer la trace du vivant. Et c'est sûr que les peintres qui m'ont le plus marqué sont des portraitistes. Et je me dis que voilà, le sexe est une manière d'atteindre au portrait de quelqu'un, à la fois de façon très rapide, presque précipitée, et en même temps très intime. Mais puisque j'ai parlé de la jouissance, et je finirai là-dessus, vous évoquiez le chemsex. Plus largement, chemsex, finalement, ce n'est qu'un mot. C'est donc la contraction de chemical et sexe, chemsex. Mais la drogue en soi est peut-être le point de rupture de toute sublimation. Il ne peut plus y avoir de sublimation, ça ne passe plus par l'esprit, ça ne passe que par un produit, que par une chimie. Il n'y a plus de construction possible, plus d'espérance excepté le produit lui-même. Alors que voilà, notre seul salut en tant qu'humain, j'ai l'impression que c'est notre capacité de sublimation, justement. Notre capacité de ne pas être entièrement dans la jouissance et de se saisir d'une part de cette jouissance pour la transformer en autre chose, la déplacer. Là, avec la drogue, c'est impossible. Ce journal vous a rattaché à la vie, alors? Oui, puisqu'il y a beaucoup on pourrait dire, il y a beaucoup de compulsions ou d'addictions, même si dans ce journal, il y a finalement une minorité de moments de drogue, c'est pas le thème principal, mais il y en a beaucoup qui ne donnent pas lieu à une œuvre. Donc, à partir du moment où il y a transformation, il y a quand même... De toute façon, je pense que j'ai écrit aussi tous ces textes parce que j'avais honte de perdre autant de temps avec le sexe. Et d'une certaine manière, je me disais, il faut que j'en fasse quelque chose au bout d'un moment, que je le transforme en œuvre, en objet artistique, puisque c'est ce que je savais faire, pour que ce ne soit non seulement pas perdu, mais aussi que ça serve à quelque chose, que ce ne soit pas que du néant, que dans cette... voilà. Et en fait,
Je me sens moins angoissé. Ah, Ça m'a fait du bien de vous parler. Euh, ça dure combien de temps les séances chez vous? 45 minutes, mais pour un premier entretien comme ça peut durer 1 heure. Il nous reste un peu de temps alors. Un peu? Je peux vous poser des questions si vous voulez. Oui? Enfin, moi, ça m'a... Oui? Vous voulez qu'on change de place? Ah oui. Ça me fait bizarre d'être à votre place. Pas vous? Dans votre journal, vous êtes aussi un peu auto-analyste. Ça, c'est une question. Enfin, à votre avis, en tant qu'analyste et psychothérapeute, psychologue, est-il possible de faire son auto-analyse? C'est toujours mieux à deux. Hein. Il faut quand même qu'il y ait un transfert, non? C'est essentiel. Le transfert, vous savez, ça permet de s'investir. C'est de l'amour. C'est ce qui vous a guéri, on dirait, à la fin de ce journal, de cette odyssée. L'amour? L'amour, oui. J'ai coutume de dire, mais c'est un peu facile, que l'amour est la seule drogue plus forte que la drogue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de drogues dans le monde, parce que l'amour est rare et que la drogue est accessible. Mais l'amour fournit un sentiment de plénitude et d'intensité dans l'existence qui est comparable à celui qu'offre la chimie, sauf que avec l'amour c'est plus durable et les effets secondaires les arriérés sont beaucoup moins lourds à payer. Ça me faisait penser qu'on ne peut pas entendre l'amour sans penser à la haine. Oui, alors ça c'est une idée à laquelle je suis très attaché. C'est que l'inconscient ne connaît pas la notion de contraire. C'est pour ça, ni de temporalité, mais voilà, l'amour et la haine sont le revers d'une même médaille. Et d'ailleurs, on le voit bien avec nos parents. Il peut y avoir, au milieu d'un bouquet d'amour, tout à coup une petite fleur de haine. Et c'est normal, non? Je m'étais posé la question quand j'ai lu votre livre, où va la haine? C'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu dépourvu de haine, mais en ce sens, je serais pascalien. Le moi est haïssable. Je tourne la haine vers moi, dans une forme d'autopunition, je pense. Mais vous qui avez étudié le sujet, parce que j'ai regardé sur Google ce que vous faisiez, il y avait plusieurs psychologues à Poitiers, et je me suis rendu compte que vous aviez travaillé sur les addictions sexuelles. Oui. Je me suis toujours demandé, c'est quoi en fait l'étymologie d'addict? C'est américain sans doute. Eh bien, c'est une idée souvent partagée, que addiction, c'est un mot anglais, addiction, oui. Alors qu'en fait, c'est un mot qui vient du vieux français médiéval, qui lui-même provient du latin, ad dicere, et addict, ça veut dire donc dit à. Et on parlait des esclaves autrefois en disant qu'ils étaient dits à leur maître. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de nom, ils n'étaient pas des sujets, ils ne pouvaient pas parler en leur nom. Et c'est une psychanalyste qui s'appelle Joyce McDougall, qui était néo-zélandaise, mais qui a fini sa vie en France, qui a un peu rapatrié cette notion d'addiction dans le vocabulaire psychanalytique où, à une époque, on voulait parler que de toxicomanie. Et alors l'avantage d'addiction, moi qui était un mot que je n'aimais pas trop au début, c'est qu'à partir du moment où on connaît son étymologie, on comprend que l'addiction, parce que dans le vieux français juridique, était addicté celui qui ne pouvait pas payer sa dette
et qui s'acquittait de sa dette, du coup, par son corps. Et à partir du moment où on entend cette définition, je trouve que le mot addiction sonne autrement, devient beaucoup plus intéressant que les définitions biologiques qu'on pouvait imaginer auparavant. Et effectivement, j'ai commencé à m'intéresser aux addictions sexuelles au début de mes études. Il s'avère que j'étais un psychologue en formation et que, figurez-vous, je travaillais sur la névrose obsessionnelle. Donc déjà, je travaillais sur les compulsions, sur les obsessions, sur ces états un peu hypnoïdes des rituels obsessionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un rituel, on peut l'accomplir des dizaines de fois, et puis dès qu'on s'éloigne un peu du lieu du rituel, on l'oublie. Il y a un phénomène qu'on appelle l'annulation rétroactive, c'est-à-dire que je peux fermer 400 fois ma porte, mais dès que je descends l'escalier, eh bien, je doute. Je me demande. C'est de vous, l'annulation rétroactive, ce terme ? Non, c'est de Freud. Et ce qui m'a plu dans votre travail, Arthur, c'est que j'ai l'impression que les compulsions sexuelles, elles sont largement, en général, dédiées à l'oubli. Elles sont amnésiées, elles sont annulées rétroactivement, et que du coup, vous, en écrivant tout ce qui vous est arrivé, vous avez gardé une mémoire. Et voilà encore un terme qui m'a intéressé en vous lisant, c'est l'idée que se remémorer, et du coup là il y a des liens aussi avec le terme anglais to remember, c'est se remembrer aussi en français. Alors c'est vrai que parfois je me disais, tiens, est-ce que parfois les angoisses de castration peuvent se traduire par des angoisses de perdre le sexe ? Oui. Il faudrait sexer la vie. Et je rebondir là-dessus. Si la castration ultime, c'est la mort, il y a une angoisse de castration, je trouve, dans le fait de perdre en permanence nos souvenirs, de perdre en permanence ce qui est arrivé. On se hisse sur sa mémoire pour se tenir droit et pour savoir qui on est, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte... en perdant nos souvenirs, on perd une puissance. Et inversement, il y a une forme de puissance gagnée à graver ces souvenirs et à les emporter avec soi, non ? Oui, c'est justement ça qui m'a intéressé dans votre travail de mise en trace. Et justement, du côté de la compulsivité sexuelle, je crois que ça a toujours existé. Autrefois, dans la psychiatrie, on parlait de la nymphomanie, du donjuanisme. Et puis, les anglo-saxons ont commencé à parler dans les années 60 des addictions sexuelles. Effectivement, quand j'étais jeune psychologue, j'ai commencé à travailler à Aide, à l'époque où il y avait encore beaucoup de jeunes gens qui mouraient du sida. Et comme je faisais mon stage de psycho à Aide, il fallait aussi être bénévole dans cette association. Et j'étais bénévole en faisant des préventions avec les prostituées, dans les prisons, avec les gays. Et quand on faisait des préventions, je voyais ces hommes qui tournaient dans des états hypnoïdes, comme ça, et puis qui parfois, puisqu'il n'y avait pas encore les trithérapies à l'époque, se suicidaient avec la sexualité. Et donc ça m'avait... c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et à l'époque, je travaillais beaucoup sur la névrose obsessionnelle, et je me suis dit, tiens, existerait-il des obsessions sexualisées ? Puisque dans la névrose obsessionnelle, en général, on fantasme beaucoup, mais on agit peu. On peut avoir une phobie du toucher. Et là, je me disais, tiens, on dirait qu'il s'agirait d'une névrose obsessionnelle sexualisée. Et voilà, et j'ai commencé à travailler là-dessus, j'ai fait une thèse là-dessus. Donc ça veut dire que, d'une certaine manière, vous avez dépathologisé
l'addiction sexuelle? Oui, alors justement, c'était un débat lors de ma soutenance de thèse. Certains dans le jury me disaient, mais Estellon, l'addiction sexuelle, c'est une perversion. Alors là, je me battais beaucoup contre ces idées. C'est pour ça que je suis heureux aussi d'être là pour honorer la mémoire de Michel Foucault aujourd'hui. C'est que moi j'envisageais ce qui peut être appelé addiction sexuelle du côté du phénomène compulsif, donc plutôt névrotique. Et un phénomène compulsif, on peut en avoir honte, on peut en souffrir, on peut vivre avec de la culpabilité ensuite, ce qui me semblait être quand même très différent de la perversion. La perversion, on jouit. Il y a une phrase dans un livre que vous avez écrit, j'ai vu sur Internet. Je crois que, je la cite de mémoire, mais en gros, vous dites le névrosé obsessionnel a envie d'un rapport et il se l'offre, ou d'une certaine manière, ou dans le sexe addict, oui, c'est le sexe addict. Et le pervers n'en a pas envie, mais décide qu'il en a envie et y va, ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Massoud Khan qui dit que le névrosé, il va avoir une activité sexuelle lorsqu'il le désire, alors que le pervers va avoir une activité sexuelle lorsqu'il le décide. Bon, je crois qu'aujourd'hui, depuis Massoud Khan aussi, on a évolué par rapport aux définitions de la perversion. La perversion, aujourd'hui, à part la pédophilie, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup dans les manuels psychiatriques. Bon, moi, c'est vrai que je suis peut-être moins pointu là-dessus parce que je suis comme, enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, je me méfierais un peu des étiquettes. Je pense que Michel Foucault s'en serait méfié aussi. Et en tant qu'écrivain, en tout cas, on ne peut pas ranger quelqu'un dans la coquille d'un symptôme. Moi, j'ai essayé le plus possible, quand je décrivais quelqu'un, qu'il s'agisse de mon propre reflet ou des autres, d'atteindre à la spécificité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on aime au cinéma. Les personnages les plus complexes sont les plus intéressants, les plus contradictoires, les plus contre-intuitifs. C'est beau d'être en contradiction, non? Sinon, c'est l'ennui. Oui. Ou la dictature. Oui, mais on croise parfois des personnes qui sont impatientes de s'assigner un symptôme ou de s'assigner une catégorie psychothérapeutique pour se dire « je suis ça, je suis ça, je suis ça ». Comme si ça les rassurait. Ça fait tousser le monsieur, ce que vous dites. Maintenant, on n'est que deux dans votre cabinet. Mais il y a des voix, vous savez, et je crois que... Vous êtes psychotique, vous entendez des voix. Je suis psychotique et on m'a dit qu'il y avait des étudiants qui devaient arriver bientôt. Donc, paranoïaque en plus. Bien. Allez-vous arrêter la séance? Oui, alors, est-ce que je vous dois quelque chose? Non, aujourd'hui c'est gratuit. Ou alors c'est un quiproquo, enfin, on annule notre dette mutuelle. Nous nous sommes acquittés. Merci. Merci. Bonjour. Donc du coup, nous, on est les étudiants du master LIMES et de lettres à Poitiers.
Et donc on a été invité par le TAP pour continuer cet entretien en posant nous-mêmes des questions. Alors, on avait une première question donc, sur le thème même de cette semaine, à propos du terme déviance. Et ce qu'on voulait savoir, c'est d'un point de vue de psychanalyste et d'un point de vue d'artiste, comment ce livre et son processus d'écriture s'inscrit dans ce terme de déviance. Et est-ce que c'est pas un peu ambigu de le qualifier comme une déviance ? Moi, c'est certain que déviance n'est pas un terme que j'aime. À la limite, je préfère le mot marginalité. J'aime bien l'idée de marge. Bon, étymologiquement, la déviance, c'est juste dévier, s'éloigner de la ligne centrale. Maintenant, c'est un mot qui est très connoté et qui a presque l'acception de perversion dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Après, j'anime un atelier de création de documentaires à l'université à Paris. Et ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, en tout cas d'inciter mes étudiants à faire, c'est d'aller le plus possible vers la déviance, au sens de dévier. Je leur dis, voilà, enfin, c'est des étudiants qui veulent être donc, c'est un master de réalisation, écriture, scénario, réalisation. Je leur dis, voilà, si vous voulez être artiste, il faut que vous trouviez à tout prix une manière de dire les choses à votre façon. Que vos mots ne sont pas ceux des autres. Donc, en ce sens, il y a dans tout geste créatif digne de ce nom une déviance fondamentale, je pense. Et je ne suis intéressé à cet égard que par les œuvres déviantes, mais pas forcément perverses. Maintenant, et c'est la dernière partie de ma réponse, en ce qui concerne l'homosexualité, c'est un débat presque interne, on pourrait dire, à la communauté, et qui est de plus en plus prégnant. Pour certains, il faut normaliser l'homosexualité. Donc ça va dans le sens du mariage pour tous, etc. C'est pas forcément contradictoire d'ailleurs, hein. Mais il y a cette idée qui serait peut-être plutôt une idée, j'allais dire une idée de droite, je sais pas. Si on considère le mariage comme une institution plutôt conservatrice, qui serait de dire voilà, les homosexuels depuis 1980 et quelques ne sont plus malades aux yeux de l'Organisation mondiale de la santé, ce ne sont plus des pervers, et pourquoi maintenant on ne dirait pas ce ne sont plus des déviants? Ils sont juste dans tout le spectre LGBTQI+, etc., une couleur de l'humanité, et d'ailleurs il n'y a pas que LGBTQI+, il y a aussi H pour hétéro, et puis tous les autres. Puis il y a peut-être un autre point de vue qui serait plus militant, mais qui n'est pas que de gauche, j'ai l'impression, qui peut aussi être un peu anarchiste de droite, ou quelque chose, qui est non, il faut que les homosexuels restent des déviants, il faut qu'ils restent, et qui est peut-être le point de vue qu'aurait eu Michel Foucault. Enfin, intuitivement, je me dis peut-être. Il faut qu'ils restent marginaux parce qu'en tout cas, c'était le point de vue d'un Jean Genet, il faut qu'ils incarnent une forme de créativité autre, d'existence au monde autre, et pas de normalité. Leur marginalité, leur défiance, je vais faire un lapsus révélateur, est une défiance utile. Voilà ce que j'ai à dire. Votre question, moi je l'entends plus du côté de la transgression. Il y a une très belle préface à la transgression de Michel Foucault. Et justement, moi, le journal d'Arthur, il m'a semblé que c'était très intéressant de le lire du côté de la transgression, franchir une limite. D'ailleurs, je crois que Foucault, quand il parle de la transgression, il utilise la métaphore de l'éclair dans la nuit. Donc il y a quelque chose qui illumine, qui peut faire peur aussi,
En tout cas, par rapport à la déviance, moi aussi, j'ai du mal à dire, à ne pas faire ce lapsus de défiance. La déviance, effectivement, on n'en parle plus beaucoup du côté psychanalytique. À la limite, je crois qu'on même du côté des perversions, aujourd'hui, toute la connaissance classique des perversions s'est complètement décalée. Autrefois encore, dans les années 1905-1910, on pouvait définir une perversion du fait que c'était pas les zones génitales qui étaient utilisées. Donc si c'était les yeux, par exemple, le voyeurisme, si c'était la bouche, l'anus, enfin voilà, tout ce qui était... Après, il y avait aussi tout ce qui était du côté du sadomasochisme. Bon, et aujourd'hui, je crois que on s'accorde pour dire que la perversion, c'est quand prime l'esprit de domination, de manipulation, et le plaisir de faire le mal. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a des sadomasochistes qui s'éclatent entre eux mais qui sont consentants, pourquoi pas ? Il y a les sex-addicts, ils sont consentants, pourquoi pas ? Et donc, finalement, ce qui reste du côté de la perversion aujourd'hui, ça serait peut-être encore la pédophilie, hein, puisqu'il y a un enfant la nécrophilie, il y a un mort qui ne peut pas se défendre, et peut-être aussi la zoophilie. Moi, du coup, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit pendant l'entretien. Vous sembliez être d'accord avec l'idée de mettre à l'amende les auteurs qui écrivent leurs rêves. Donc, du coup, je me suis demandé, est-ce que écrire ses fantasmes et ses envies, c'était pas aussi assez similaire ? Si, d'une certaine manière. D'ailleurs, j'écris peu mes fantasmes dans ce livre. C'est un livre qui est très concret. Il parle de choses réelles. Voilà. Après, on ne peut pas reprocher aux artistes d'exprimer leurs fantasmes parce que ça a quand même nourri 99,9% de toute la production artistique mondiale depuis à peu près 3 millénaires. Donc, les fantasmes sont quand même le ferment et le carburant de la plupart des œuvres. Ouais. Alors avant, j'aimerais repartir sur une question qu'on avait prévue. Vous parlez du coup des fantasmes et du coup de ce que vous avez bien voulu écrire, mais vous m'avez dit tout à l'heure avoir du mal à revenir et à lire ce que vous avez écrit. Est-ce que vous avez eu du mal à aborder certaines choses dans votre livre ? Est-ce que vous vous êtes auto-censuré ? Non, pas du tout. Je me suis d'autant plus pas auto-censuré que quand je l'écrivais, pendant les premières années, je ne pensais pas que ça deviendrait un livre. Et ce n'est que quand j'ai constaté que ça absorbait toute mon énergie créative et que je n'arrivais à rien faire d'autre qu'écrire ce livre, que je me suis rendu à l'évidence qu'il deviendrait un livre. Et encore, j'ai pensé pendant longtemps qu'il n'existerait pas, parce que aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de crise du papier. Pour ceux qui savent, depuis 1 ou 2 mois, il y a une crise mondiale du papier. Mais trouver un éditeur qui accepte d'éditer 2300 pages à une époque où les gens lisent de moins en moins, et voilà, c'est quand même un... Voilà, ce livre, originellement, aurait dû paraître chez Gallimard, qui était mon éditeur référent, enfin avec qui j'avais publié tous mes autres livres. Et il y a eu un concours de circonstances, il est arrivé juste au début le manuscrit de la crise du Covid, les librairies fermaient, c'était la fin du monde. Antoine Gallimard a eu peur aussi un peu du sujet, je pense. Et donc voilà, ils m'ont dit non. Et je l'ai vraiment vécu d'une... Bon, après, j'ai réussi à trouver un autre éditeur chez qui je pense rester, qui est POL, qui est un éditeur d'ailleurs plus déviant, plus marginal, plus queer, chez qui je me sens très bien, même s'il appartient à 88% à Gallimard. Mais tout ça pour dire que je ne me suis absolument pas auto-censuré, que justement, c'est ce qui expliquait aussi l'aspect compulsif de mon écriture, c'était que la porte se refermait, et mon enjeu, c'était d'essayer de dire tout ce qui avait eu lieu derrière cette porte,
mes pensées, les bibelots sur l'étagère, les paroles prononcées, les sensations charnelles, la couleur des draps, tout. Et c'est un peu... J'ai entendu ce matin une émission sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre, que vous devez connaître. Et il y avait un épisode consacré au trouveur de trésors. Et c'est un pauvre Suisse qui trouve un trésor sur un terrain en chantier. Il trouve, ça ne s'invente pas, 666 pièces d'or. Donc le symbole est fort. Et il est tellement suisse qu'il décide d'aller à la police parce qu'il y a une loi qui dit que quand on trouve un trésor, il y a la moitié pour le propriétaire et la moitié pour le découvreur. Donc il se dit, comme ça je me couvre, j'ai pas besoin de toutes les pièces, j'en aurai que la moitié, c'est déjà bien, etc. Bon, je vous livre la fin de l'histoire, tout le trésor lui est repris, parce que les propriétaires ont des avocats qui travaillent bien et qui disent que c'est pas un trésor, que c'est juste un objet trouvé. Bon, c'est disons, c'est juste de la casuistique. Et il se retrouve en plus avec presque des charges contre lui pour vol. Donc voilà. Non, mais tout ça pour dire que quand il décrit la nuit où il a trouvé ses pièces d'or, où il promenait son chien sur un terrain en fait en travaux, il décrit une sorte de fascination, de compulsion à ramasser toutes ces pièces d'or qu'il dépasse avec sa lampe de poche, et il y retourne la nuit d'après pour en prendre d'autres. Enfin, le maximum écumé, vraiment, c'est vraiment le laboureur et ses enfants. Et j'étais vraiment dans cet état-là. Quand je sortais d'un appartement, j'avais envie de réunir toutes les pièces d'or et de toutes les mettre dans un texte, avec cet enjeu qui est littéraire, qui n'est pas seulement sociologique, d'essayer de transformer avec des mots le plus souvent possible différents ou avec des focales différentes, parfois en ne racontant que des détails plus psychiques, d'autres fois des détails plus corporels, parfois en décrivant mieux l'appartement, d'essayer de toujours transformer ce que j'avais vécu en un petit trésor qui était le texte. Donc je ne me suis pas autocensuré. En revanche, et c'est vrai, j'ai du mal à lire les passages sexuels à voix haute, parce que je pense que c'est un... on pourrait dire qu'écrire, c'est crier tout bas, et c'est pas du tout la même chose d'écrire un texte qui sera lu de manière médiée, donc non immédiate, enfin, par quelqu'un, dans un espace où on ne se trouve pas, par le truchement du regard, de la pensée. C'est pas la même chose que de prononcer ce qu'on a écrit et de le partager avec tout le monde. Ça, c'est vrai que j'ai plus de mal, mais je pense que c'est pour ça que je l'ai écrit, sinon j'en aurais fait autre chose. Merci beaucoup. On avait une question qui portait sur un extrait particulier de l'œuvre, que je pense du coup devoir lire pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors j'espère ne pas me tromper et ne pas écorcher votre œuvre. Sur son lit, aucun oreiller. Il n'en a pas apporté du Mexique et s'est accoutumé. Il prétend que c'est sans doute meilleur pour le dos. Navor a peut-être raison, mais un oreiller en tête de lit, c'est pour moi l'évidence. Cette carence anodine s'impose comme une rupture épistémologique, un premier schisme qui, malgré la connivence, me fait prendre acte de toutes les choses qui peuvent, pourraient nous distinguer. Stop. J'ai du mal à m'étendre, à embrasser ce garçon sans une masse pour me soutenir la nuque. Je plie en quatre une serviette de bain. Il n'y voit aucun inconvénient. Je propose un jeu. Fermer les yeux, se déshabiller entièrement, ne les rouvrir que lorsque nous serons nus l'un contre l'autre. Nous y jouons. C'est agréable. Les câlins se poursuivent, moins licencieux qu'amicaux. Il me suce, je lui lèche les fesses. Il passe une capote, me prend. Mais comme la dernière fois, cesse ici de bander. J'essaie de le sucer, mais il se dérobe. Répète qu'il veut que je jouisse, qu'il veut me faire jouir. Je le questionne. A-t-il du mal à jouir? Que vaudrait-il que je lui fasse? Il élude. Alors je finis par juter, pendant qu'il me branle. Et il est heureux, m'embrasse, se couche sur moi. Bon, avant de nous assoupir un brin, nous avons causé secret. Les gros, les moyens, les petits. J'ai voulu savoir s'il en avait beaucoup, des secrets. Le garçon m'a répondu que non. Cut. Pour ma part, mon moyen secret s'est fait jour. J'ai un copain. Navor l'a entendu et accepté, se contentant de me demander si ce que nous faisions était autorisé, ajoutant ne pas vouloir se mêler des affaires des autres. Pause. J'ai imaginé à voix haute un magasin de secrets où, des prix variés, chacun pourrait se procurer des récits plus ou moins frauduleux.
J'ai d'ailleurs appris à mon nouvel ami que certains migrants achetaient pour 100 € des histoires de vie à leurs passeurs, supposées augmenter leurs chances d'obtenir le statut de réfugié, un sujet de roman. Après la jouissance a donc éclos la parole. Nous avons récité des poèmes par cœur, sa diction du pont Mirabeau, un moment de ma vie. Il a dit un poème en russe, la profondeur de ce langage, une langue ressemble à ses paysages. Ensuite, j'ai oublié la teneur de nos discussions, hormis leur dimension cérébrale, toujours cérébrale. La question étant donc, vous utilisez dans cet extrait le vocabulaire de la mise en scène filmique, cut, pause et stop. Pourquoi faire ? En fait, on se rend compte que et je pense qu'un analyste ou un psychologue pourra le dire aussi, et tout le monde ici, le sexe, c'est toujours un peu la même chose. En fait, voilà, au bout du compte, ça se répète. Donc, la seule chose qui va différencier un rapport sexuel d'un autre, c'est la manière dont on le regarde. Et quand on est écrivain, c'est la manière dont on l'écrit. Alors évidemment, on peut changer de partenaire, mais même quand on change de partenaire, il y a toujours une sorte de mécanique. Et d'ailleurs, on l'entend bien, les mots branle, suce, jouissance, on est limité par le langage dans le fait que, ce sont des mots qui ont leurs frontières et qui sont enfermés dans leur petit sens de mots. Donc j'ai essayé d'un texte à l'autre de toujours apporter un éclairage, une couleur différente. C'était vraiment un enjeu personnel, pas pour le lecteur, pour moi, de donner à voir ou de donner à revoir des scènes avec le plus de réalité possible. Et c'est vrai que, alors ça c'est autre chose, c'est les mots cut, pause, stop. En fait, une écriture littéraire, enfin, je veux dire un récit qui se suit, une phrase qui se suit, un texte qui se suit, c'est faux. C'est une construction purement artistique, humaine. Rien ne se suit dans la vie, et en particulier dans notre tête. Il y a cette idée de l'esprit d'escalier, mais nous avons tous l'esprit d'escalier. Pour ceux qui ont déjà pratiqué la méditation, on voit bien que le but de la méditation, c'est de chasser les vrittis, là, ce que les hindous appellent, c'est toutes les pensées parasites. Mais en fait, c'est pas le but, mais c'est un des éléments de la méditation. Notre tête est envahie de pensées parasites. Alors il y a la fameuse scène qui est devenue un poncif du cinéma où on voit une fille en train de faire l'amour dans plein de films et qui pense à sa liste de courses ou à ce qu'elle doit faire. C'est une scène qu'on a vue qui est devenue un cliché. Mais au-delà du sexe, on a tous dans la tête mon pull me gratte, la couleur du pull, le lieu où on est, un message de notre mère, un truc à répondre, tel courrier. Bon, il n'y a que peut-être dans certains moments captatifs, comme un rapport sexuel effectivement intense ou alors un film de cinéma saisissant, où c'est un peu chassé. Mais en vérité, à partir du moment où on vit, où on pense, on est dans... Et donc, c'est ce que j'ai essayé de retranscrire et que j'ai voulu retranscrire à travers toutes ces scansions comme ça, ces stops, ces pauses, c'est assumer le fait de passer d'une idée à l'autre et ne pas essayer de faire croire que dans un texte reconstitué, tout s'organise et s'agence d'une manière architecturale. Je voulais qu'on perçoive aussi l'entropie, le chaos de quelqu'un qui raconte quelque chose. Tu peux dire quelque chose? Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on a toujours plein de pensées qui se percutent dans la tête? C'est l'association libre. C'est l'association libre. La règle dans la psychanalyse, c'est dites ce qui vous traverse l'esprit et sans forcément obéir à l'esprit de phrase ou de conversation. Donc, on pourrait presque dire que la règle fondamentale de la psychanalyse, elle est déviante par rapport à la norme de l'esprit de conversation. C'est se laisser à dire justement aussi ce qui serait gênant, ce qui pourrait être censuré, ce qui pourrait être pas poli, justement. Je crois que c'est exactement ce que tu as fait dans ton journal.
Nous, pour revenir à votre livre, on se demandait si les personnes avec qui vous aviez des rapports sexuels étaient au courant de l'écriture de ce livre, ou si vous aviez eu des retours vous en avez parlé tout à l'heure par rapport à vos parents, mais des retours des personnes sur qui vous avez écrit sous des pseudos. Est-ce que vous avez eu des retours et est-ce qu'ils étaient au courant? L'immense majorité, non. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que les personnages ne soient pas identifiables. Enfin, pas identifiables. Mon but est j'ai quand même un impératif d'authenticité, mais qu'on habite 42 boulevard Sébastopol ou 54 boulevard Sébastopol, c'est pas très grave pour l'authenticité. Les codes des immeubles ont été changés aussi, et les prénoms. À part ça, peu de choses. Mais s'il y avait vraiment un détail, par exemple un tatouage qui présente un dessin particulier, ce tatouage, j'allais le transformer pour ne pas qu'il soit... Simplement ça, par respect, parce que je trouve que j'ai tout à fait le droit de dévoiler mon intimité, mais je n'ai pas à dévoiler celle des autres qui pourraient être identifiées. Donc voilà. Après, de manière plus générale, ça ne concerne pas du tout que l'écriture sexuelle. Ici, il y a peut-être des écrivains. C'est une chose connue de tous ceux qui écrivent que un personnage n'est jamais content de la manière dont il est dépeint. Tout simplement, et on en revient à quelque chose d'analytique, parce qu'on ne décrit quelqu'un que par sa subjectivité, et qu'on ne peut pas contenter une personne qui se verra toujours d'une autre manière, légèrement différente, où on privilégie certaines choses qui ne voudraient... J'ai un ami écrivain, Mathieu Simonet, qui parle du statut de personnage. Et je pense que tout le monde a une sorte de problème avec le statut de personnage. Un autre ami écrivain, Dominique Noguès, qui est décédé il y a quelques années, lui disait qu'on partageait avec nos proches, quand on écrivait, j'aime bien son expression, le réel en indivision, comme une maison, et que donc on était obligé de leur prendre des morceaux de réel parce qu'il était autant à eux qu'à nous, et que si on écrivait sur notre vie, on leur dérobait un petit morceau de la leur, et que c'était comme ça. Voilà. Tu parlais tout à l'heure des pervers et de l'intention de nuire. Je pense qu'on a tous les droits, tant qu'on n'a pas l'intention de nuire. Je trouve que l'intentionnalité de nuisance dans une écriture n'est pas souhaitable et en plus ne ressortit pas au champ de la littérature. Enfin, pas en tout cas de mon point de vue. Alors j'ai une question pour vous, Vincent Estelon. Donc vous avez un petit peu expliqué ce que vous aviez pensé et ressenti en lisant ce livre. Et je voulais savoir, est-ce que vous en aviez discuté avec vos collègues, notamment sur ce que vous avez fait ressortir, le côté recueil de mémoire, qui semble assez particulier. Et est-ce que, si vous ne l'aviez pas encore fait, est-ce que vous alliez en discuter avec des collègues à vous, par exemple? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Du livre d'Arthur ? Oui. Alors effectivement, le livre d'Arthur, j'en ai parlé avec une collègue qui l'a lu aussi. C'est pas tout le monde qui arrive à lire 2300 pages de plan cul. Elle a beaucoup apprécié. Je crois d'ailleurs qu'elle va faire une conférence bientôt à ton sujet, Arthur, dans un colloque sur la sexualité qui a lieu samedi prochain. Oui, enfin, je l'ai su là. Ouais. Et voilà, je crois que... En tout cas, c'était quoi la question? Parce que du coup, Oui, j'en ai parlé avec mes collègues, mais ça nous a amené à évoquer quelque chose par rapport à l'écoute. C'est-à-dire, on se disait, mais si nous, on avait un patient, et moi j'ai reçu pas mal de jeunes gens ou de personnes qui étaient pris dans une sexualité compulsive et qui donc en analyse racontaient beaucoup de plans, et on en venait à se poser la question de l'écoute du sexuel, parce que l'analyste, souvent, il est amené à entendre le sexuel là où il est caché. C'est-à-dire comment on peut entendre métaphoriquement le sexuel là où il n'est pas censé être. Et lorsqu'on se trouve face à un discours
presque pornographique, avec des détails très crus, etc. C'est un peu comme si notre écoute était un peu fascinée, sidérée aussi par le caractère cru. Et donc, parfois, c'est un peu comme si on n'arrivait plus à avoir une écoute flottante. Parce qu'on est un peu captivé par les images sexuelles. En fait, par des mots qui deviennent des images. Des mots qui deviennent peut-être plus facilement des images. Ouais. Mais je ne réponds pas vraiment à la question. C'est intéressant aussi. Ouais. C'était aussi pour avoir un retour sur vraiment, en fait, est-ce que ça, justement, comme vous avez précisé, ça vous donne un nouvel aperçu sur comment écouter et comment est-ce que, du point de vue de la psychanalyse, on peut faire évoluer son regard et comment est-ce que vous faites évoluer votre regard dans votre champ vis-à-vis de ce livre qui est particulier. C'était ça. Et du coup, le fait que... Alors moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans ce livre, c'est vrai qu'il y a une happy end. Donc moi, je me suis dit quand même que l'analyste d'Arthur avait plutôt bien travaillé. Parce que c'est vrai que quand il est dans sa traversée des ombres et qu'il fait du chemsex, on peut se demander s'il va pouvoir se relever de ça. Et finalement, c'est Eros qui vient réanimer quelque chose de la vie et qui vient réanimer quelque chose de l'amour dans la sexualité, alors que c'était complètement dissocié avant. Bon, il y avait quelques épisodes, il y a quelques amants, on voit bien qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Mais là, voilà. Et donc, je me suis dit que c'était ça aussi l'enjeu d'une analyse, parfois, c'est de revenir vers la vie. Oui, complètement. Ben non, mais je suis d'accord avec l'idée qu'une analyse, c'est de revenir vers la vie. De toute façon, la vie, c'est de revenir vers la vie. C'est... Voilà. Peut-être que le public a envie d'interagir, si vous avez des questions à poser. Oui, merci beaucoup de votre... Oui, merci beaucoup de votre petit psychodrame comme ça, avec cette façon de mimer. Évidemment, ça n'a trompé personne. Heureusement que ce n'était pas une vraie analyse devant nous, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut souligner que c'était une sorte de psychodrame tout à fait intéressant d'ailleurs. C'était burlesque. Oui, tout à fait. Non, mais il y a des choses qui vont aussi bien en le disant. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis très intéressé par tout ce que vous dites. Que je dise d'abord en aparté que je suis psychanalyste. Je suis un collègue de Vincent d'ailleurs. Et psychodramatiste aussi. Et psychodramatiste, c'est vrai. Et j'ai exercé la psychanalyse pendant plus de 40 ans ici à Poitiers. Vincent, il est resté à Poitiers psychanalyste peu d'années. Et maintenant, j'ai cessé mon activité clinique pour prendre le recul et y réfléchir, y compris en faisant appel à la littérature, à la philosophie et tout ça. Je crois que des fois, c'est nécessaire de se mettre un peu à distance. Et sur la fin de la vie, pourquoi pas. Alors, je voudrais d'abord vous faire un petit cadeau à tous les deux. C'est que vous dites addiction, compulsion. Oh, c'est des termes qu'on n'aime pas, addiction, on préférerait compulsion. Alors, je ne savais pas, Vincent, que ton intérêt pour l'addiction avait commencé par une réflexion sur les compulsions, notamment les compulsions obsessionnelles. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui est absolument méconnu, c'est qu'à un moment, très tôt, Freud a eu cette intuition qu'il allait falloir s'occuper de l'addiction sexuelle. Et c'est le terme qu'il emploie. Alors, je voulais apporter un petit cadeau. C'est la masturbation comme addiction originaire ? Exactement. Oui. Exactement. Et dans une lettre de 1897, quelque chose comme ça, il écrit à son correspondant. Moi, je ne connais pas. Il lui dit...
il lui dit tu sais, à son correspondant avec lequel il avait une espèce d'amour passionnel, c'était une sorte de relation homosexuelle par correspondance qu'il avait avec cet homme, il lui dit tu sais, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit, c'est que la masturbation, c'est la première habitude, c'est l'addiction originelle, dont toutes les autres addictions ne sont que des dérivatifs, des remplacements. Il a repris cette idée dans un article, vraiment 4 lignes, il faut aller les chercher, et puis il a abandonné cette idée. Mais il y est resté très accroché parce que, là c'est une demi-confession, comme on le sait, Freud était un grand addict à la cocaïne et surtout au tabac, mais les deux quoi. Et c'est une façon de nous dire, moi mon problème c'était la masturbation. De même que c'était aussi le problème de la fille de Freud, Anna Freud, pendant sa propre analyse, par son père. Imaginez, hein, il analyse sa fille et il met à jour sa compulsion à la masturbation. C'est un peu comme vous écrivant un livre, puis vous dites, mince, mes parents l'ont lu. Non, ils l'ont pas lu. Ah, ils l'ont pas lu. Ils pourraient le lire. Ah, ils pourraient le lire. Bon, ils l'ont pas lu. D'accord. D'accord. Bon, voilà, peu importe, on va vous laisser ce... c'est vrai, l'ont-ils lu ou pas, c'est un peu la curiosité qu'on peut avoir. Mais... Donc, c'est intéressant cette idée que... alors, ça nous donne à penser que cet interdit si vulgaire à l'égard de la masturbation, si mal vu aujourd'hui, est-ce que cet interdit, ou du moins cette tentative d'entraîner la sexualité sur des sublimations, bien sûr, est-ce qu'il était si bête que ça? Parce que Joyce McDougall, quand en effet elle commence à recevoir dans son cabinet des patients addicts au sexe, alors elle dit, oui, il y a des gens qui ne sont pas névrosés, ils sont addicts à la sexualité, et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors, bon, vous avez fait le choix de ne pas nous dire pourquoi, à quel moment vous avez cessé ce travail personnel d'écriture, c'est-à-dire de sublimation de votre pratique sexuelle concrète. Vous avez fait le choix, et moi je respecte le droit au secret, vous savez, en tant qu'analyste. Alors Vincent, il trahit le secret, il nous dit oui, il y a un moment, vous allez voir une analyste, et évidemment, donc le travail commence. Analytique. C'est pour ça que tout à l'heure, vous jouiez un tout petit peu la comédie quand vous disiez à votre partenaire du psychodrame, mais ce serait quoi l'analyse par rapport au fait d'écrire? Il vous dit, oui, c'est une relation. Et alors, il y a la question de la censure. Vous dites, je ne me suis pas censuré. Sauf que vous nous dites, j'ai fait le choix à certains moments de faire un diary spécialisé. C'est-à-dire que dans ce journal intime, je ne ferai que raconter mes pratiques sexuelles. Censure du reste. Avec ce paradoxe formidable, c'est que là où pendant quelques siècles, on a cru que ce qui était obscène, c'était de raconter les scènes sexuelles. Lisons les romans du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle encore. On n'a pas la scène sexuelle, sauf chez Flaubert dans Madame Bovary. Presque. Il y a une sorte de renversement qui fait que ce qui est naturel et ce qui va de soi, c'est de raconter les scènes sexuelles. Freud parlait de sexualité d'organes. Et vous avez raison, vous dites bien, au bout d'un moment, ça serait ennuyeux si on parlait que de ça. D'ailleurs, la lecture de Sade est assez ennuyeuse. Je fais un drôle de lapsus, là. La lecture de Sade est souvent un peu ennuyeuse, on saute des pages. On saute des pages de la main gauche. Parce que de la main droite, on fait autre chose. Et alors, avec cette chose tout à fait étonnante, que ce qui est censuré, finalement, ce qui est obscène et ce qui ne doit pas être dit, ce sont les sentiments, ce sont des réflexions. Par exemple, vous êtes interdit de raconter vos conversations avec votre concierge ou avec votre boulanger, qui aurait été peut-être très intéressant, peut-être que votre concierge serait intéressant. Donc, il n'y a pas de censure, mais il y a une sorte de clivage méthodologique, encore une fois, que je respecte, bien sûr. Je n'ai pas lu votre livre, mais je vais le lire. Hein. Donc je respecte ce clivage méthodologique. Mais ce que vous nous révélez, c'est qu'il y a eu un moment où
En allant voir une analyste, probablement qu'elle vous a interdit ce clivage méthodologique, puisque là, vous deviez parler de tout. C'est sans doute la question. Excusez-moi, monsieur, c'est quoi la question qu'on puisse passer là? C'est un commentaire. Voilà, c'est simplement un commentaire. D'accord. Commentaire très intéressant. Non, mais je vais y répondre. Je vais répondre à plusieurs choses. Merci pour ce commentaire vraiment nourri et vraiment intéressant. D'abord, je pense juste à une chose sur la masturbation. On en a parlé ce matin. C'est une phrase de Woody Allen qui a dit la masturbation, la seule façon de faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc il y a ça. Je peux ajouter quelque chose ? Moi, j'ai une autre phrase. Quelque chose de très intéressant dans la masturbation, c'est de s'intéresser à ce que fait l'autre main. Oui. Bon. Oui, voilà. Et il n'y a pas de rapport sexuel. Et donc, ah, mais bien sûr. Mais oui, bien. Oui. Deuxième chose, je trouve ça très intéressant l'idée que toute addiction ou toute compulsion soit dérivée de la masturbation. Il y a, Vincent parlait tout à l'heure d'un terme freudien qui est l'annulation rétrospective que j'ai appris grâce à rétroactive. Que j'ai appris grâce à toi. Et tu citais l'exemple de descendre les escaliers et de plus savoir si on a fermé sa porte et de pouvoir le faire 400 fois. En tout cas, c'est vrai que dans la masturbation, il y a, on pourrait dire, pour parler en anglicisme, un côté reset. C'est ça, l'annulation rétroactive. Reset, c'est quelque chose qui peut être éternellement recommencé avec presque... voilà. Et en ce sens, on peut très facilement l'associer à une cigarette qui peut être éternellement refumée, à tout produit qui peut être éternellement reconsommé. Maintenant, juste pour terminer sur le clivage et la censure, je pense que quand on est écrivain, mais quand on est diariste en particulier, on a un fantasme qui est de mettre toute la vie dans un livre. Mais vraiment toute la vie. Et c'est de ne vivre. D'ailleurs, ce que j'ai essayé de faire, littéralement, c'est on aimerait même écrire la vie en la vivant. J'ai un ami qui me disait tout le temps, il faut se créer des souvenirs avant de les vivre, avant de les écrire. Il faut vivre des souvenirs avant de les écrire. On aimerait même, dans le cadre, par exemple, si on veut parler d'un baiser, on aimerait pouvoir l'écrire pendant qu'il a lieu. Comme si après, ça ne devenait que récit rétrospectif et que tout n'était déjà que littérature. Et évidemment, c'est impossible de vivre en écrivant tout ce qu'on vit. Donc, bon, il y a une sélection naturelle qui s'opère. Moi, c'est vrai que j'ai clivé, j'ai choisi cette zone de la vie qui était quand même importante dans ma vie. Mais voilà, sinon, c'était pas... Enfin, ou alors... mais je trouve que c'est méthodologique, mais c'est presque un fantasme artistique intéressant. Ou alors, il faudrait avoir une GoPro. Pour un cinéaste, c'est vrai, et à la boulangerie, aux toilettes, à la bibliothèque. Et d'une certaine manière, ça a été l'invention de la télé-réalité au début des années 2000. C'est filmer et encore, il y avait un clivage, puisqu'il y avait des moments où la lumière s'éteignait. Mais en ça, la télé-réalité m'a semblé très intéressante. Et on vit à l'époque de la télé-réalité qui... alors pour le coup, pas d'une manière artistique, mais en tout cas, d'une façon médiatique... voilà, matérialise ce fantasme de tout transformer en objet. Une autre question, peut-être une dernière. Je vous passe le micro. C'est qu'en fait, il y a quelques mois, j'avais entendu parler, enfin j'avais vu dans des articles et dans des podcasts qu'il y a des personnes qui affirmaient que l'addiction sexuelle n'existait pas. Du coup, je me demandais, qu'est-ce que vous pensez ce que c'est l'addiction sexuelle s'il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas? Qu'est-ce qui détermine? Alors, il y a des psychiatres qui pensent que l'addiction sexuelle est un syndrome psychiatrique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que... voilà, la compulsivité sexuelle ou l'addiction sexuelle,
c'est un symptôme comme un autre. Et un symptôme, c'est aussi une formation de compromis. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qui fait tenir, c'est ce qui fait qu'on survit aussi un symptôme. Hein. C'est aussi une béquille pour survivre. C'est une maison où on va s'abriter dedans. Donc, moi, quand j'ai dialogué avec des gens qui me disaient que l'addiction sexuelle, c'était une perversion, que l'addiction sexuelle, c'était un syndrome psychiatrique, moi, j'ai défendu le fait que ça pouvait être un passage. Et vous savez, parfois, voilà, ça peut être un passage un peu limite, après une rupture amoureuse, après un deuil, après une déception. Bon, psychopathologiquement, je trouve que quand même, cette histoire d'addiction sexuelle, même si on n'est pas obligé d'y croire, mais enfin, il y a des gens qui en souffrent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, voilà, Arthur le disait tout à l'heure, du côté du chemsex, on vient à perdre leur travail. Ça devient vraiment une drogue dure, le sexe, mais comme le jeu, hein, d'ailleurs. C'est ça aussi l'avantage peut-être du terme addiction sur toxicomanie, c'est qu'on entend bien qu'une addiction, ça peut être comportemental. Et il y a des gens vraiment qui en souffrent. Alors je crois que c'est ça qui fait le rapport entre la psychopathologie et la psychopathologie de la vie quotidienne, c'est le degré de souffrance subjective. Peut-être qu'il y a des gens pour qui l'addiction sexuelle, c'est une joie, et on peut espérer d'ailleurs. Mais pour d'autres, quand ça devient un enfermement, une aliénation, et puis aussi source de maladies, etc. Voilà, ça devient pathologique, parce que pathologique, ça vient de pathos, hein, c'est-à-dire la souffrance. Et rien. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la représentation de l'addiction sexuelle au cinéma. Et je pense par exemple au film Shame de Steve McQueen. Et du coup, cette représentation au cinéma, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est un film sur lequel a écrit Vincent, donc je vais te laisser répondre. Shame est une étude clinique absolument magistrale de l'addiction sexuelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça présente une addiction sexuelle hétérosexuelle. Hein, parce que voilà, il y aurait aussi un a priori qui consisterait à penser que l'addiction sexuelle c'est réservé aux gays ou aux queer ou je ne sais quoi. Et on voit bien dans ce film quand même les origines infantiles. On sent que, d'ailleurs, on pourrait même imaginer que Sissi, sa sœur, et Brandon, le garçon, ils constituent les deux éléments d'un système psychique. En fait, elle est dépendante affective, c'est-à-dire qu'elle va s'amouracher du premier venu, et lui, il faut baiser, il faut surtout pas s'attacher. Et les deux sont intéressants parce qu'ils sont frères et sœurs, mais au fond, les deux présentent eux aussi des angoisses anaclitiques, comme on dit, c'est-à-dire la terreur de l'abandon pour elle, et lui la terreur de l'intrusion. Et c'est intéressant aussi d'entendre le lien de l'addiction sexuelle à l'addiction du travail, parce que ce mec, il n'arrête pas de travailler. Hein, donc on voit aussi comment il y a certains cadres, sub, etc. qui... Hein, c'est ça, Shame aussi. Shame, c'est la honte. Hein. Ouais. On entend aussi qu'ils ont été malheureux, ces enfants, parce que dans le film, plusieurs fois... elle dit c'est pas notre faute. On entend, je sais pas, on peut imaginer qu'il y a eu de l'incestuel, il y a eu des traumas. Et qu'est-ce qui fait que on doit se récupérer sur un mode comme ça où il faut faire corps à corps? Hein? Alors, c'est pour ça que aussi, moi, mes travaux sur les addictions sexuelles, ils dérivent de mes travaux sur les pathologies limites, parce que justement...
qu'on y croit ou pas, hein, parce que je suis sûr que comme il y a des gens qui ne croient pas au fait qu'il y ait des addictés, dans certaines mouvances psychanalytiques, on dit qu'il n'y a pas de borderline ou qu'il n'y a pas d'état limite. Il y a des moments limites, c'est vrai, mais bon, ça dépend des écoles analytiques. Mais chez les états limites, souvent, il y a eu un manque de holding, d'interaction très chaleureuse entre la mère et l'enfant. Et donc, ce sont des bébés futurs adultes qui sont affamés de trouver quelque chose d'une caresse, d'un contact comme ça, corporel. Une dernière question. Ouais. Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier pour cet entretien parce qu'il était vraiment bien, que ce soit au niveau du journal, ce qui a été écrit, comment ça a été exploré, ce que vous nous en racontez à vous deux. Dans la rangée, il y a quelque chose qui nous a un petit peu intéressés et ma question se tournerait plus vers Vincent Estelon. Vous dites à un moment donné que les personnes ont besoin parfois de se faire diagnostiquer de quelque chose ou qu'on leur dise voilà, vous êtes atteint de ça ou de ça parce que ça les rassure. Mais qu'est-ce que vous entendez par ça les rassure? Ça les conforte par rapport au fait que, je ne sais pas, ils peuvent avoir des TOC et ça peut expliquer ces TOC, ou par rapport à leur relation avec les autres? Qu'est-ce qu'on entend par être rassuré? En fait, c'est moi qui disais ça. Enfin, bon, bah alors pour vous, alors. Pardon. Comment s'appelle le manuel américain qui référence tous les... DSM, voilà. Bon, c'est un point de vue qui est plutôt analytique. On pourrait opposer la pensée analytique à la pensée comportementaliste. Disons Freud à tous les comportementalistes américanisés aujourd'hui. Voilà. Et notamment, ça m'est arrivé de discuter avec des étudiants en psychologie américains. Quand je leur parlais de Freud, ils me disaient « mais c'est démodé ». Bon. Voilà. Ma psychanalyste a une formule que j'aime bien. Elle dit Freud est le nouveau nom de l'inconscient. Parce qu'on ne peut pas nier l'inconscient quand même aujourd'hui, mais on peut attaquer Freud. En fait, ce que je voulais simplement dire, c'est que parfois j'ai entendu des gens qui me disaient « Ah, j'étais complètement perdu, nanana, mais c'est bon, j'ai mon diagnostic, je suis bipolaire de type 2B, donc maintenant je suis rassuré, je sais ce que je suis. » Je trouve que, et ça, là ça fait rire, mais en fait c'est une réalité pour énormément de gens, notamment aux États-Unis. Avec on pourrait dire une labellisation des symptômes, donc le DSL, je sais pas, c'est DSL-5, il y a 2000 catégories, c'est un peu comme si on cochait des cases, et puis au bout d'un moment, on arrive, hop, je suis ça. Pour moi, mais je parlais en tant qu'écrivain, je ne suis pas du tout psychothérapeute, je trouve que c'est réducteur d'enfermer quelqu'un dans un symptôme. C'est peut-être utile à certains moments dans un cadre juridique ou voilà. Pour les firmes pharmaceutiques. Pour les films pharmaceutiques, c'est très utile effectivement. Mais au-delà de ça, voilà, quand des gens qui ont des pathologies graves, on peut créer des catégories quand même j'imagine, plus ou moins efficientes. Mais voilà, pour moi, c'est important de se dire que chaque personne a une histoire et qu'avant d'être bipolaire de type 2, on a vécu des choses, on a des choses à raconter, on est quelqu'un de très unique et de particulier, et que ça ne résout pas tous les problèmes de savoir qu'on est bipolaire de type 2 ou unipolaire ou je ne sais pas quoi. C'est pas ma vision de la psychologie humaine, une vision non scientifique, hein, mais voilà, pour moi c'est important de considérer chacun comme un personnage de fiction, sachant que cette fiction est sa vérité. Voilà. D'accord, merci. Complètement d'accord. Bon, on va vous remercier très chaleureusement, Vincent, Arthur, nos 4 étudiants de l'Université de Poitiers, bravo. Merci. Et on voudrait remercier les rencontres Michel Foucault, remercier Samuel, Corinne, voilà, et puis toutes les équipes voilà, pour cette... Samuel, je dis, et les étudiants aussi, merci de votre participation, et voilà, merci à vous tous. Et si vous le souhaitez, on vous invite à retrouver Vincent et Arthur au stand de la librairie La Belle Aventure, voilà, pour échanger et dédicacer tout ça. Merci.